Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu technique, un peu touchy, mais qui, je trouve, a beaucoup de sens dans une période où on peut voir qu'un sexiste du niveau de Donald Trump est élu président des États-Unis, où on peut suivre au quotidien le procès de l'affaire de Mazan. La place des femmes dans l'histoire du sport qui est vraiment jonchée de problèmes et de galères, ça permet d'avoir un regard critique sur le rôle des hommes dans la place des femmes dans la société en général, puisque le sport, comme toujours, n'est qu'un reflet de la société. Et quand on a un recul historique sur la place des femmes dans l'histoire du sport, on se rend compte qu'on a collectivement, en tant qu'homme, si on est dans cette partie-là de l'équipe, si on veut, voilà, un rôle massif à jouer dans toute cette histoire. Donc voilà, se poser à chaque fois la question de son propre rôle dans tous ces développements-là. Donc en gros, le sujet que je développe, il est un peu plus précis que ça, c'est la sexualisation progressive du corps des sportives. C'est l'idée que pour qu'on puisse diffuser du sport féminin à la télé, on va avoir besoin que les femmes qui font du sport soient sexy. Et ça implique de revenir sur toute l'histoire du sport féminin qui commence, si on veut donner un point de départ concret, aux Jeux d'Olympie, dans l'Antiquité grecque, où seuls les hommes avaient droit de participer. J'ai envie de dire, évidemment pour l'époque, mais où seuls les hommes avaient aussi le droit de venir assister. C'est-à-dire que même jusqu'à l'esclave, l'homme avait le droit de venir assister aux épreuves de, des jeux antiques. Les femmes, elles, étaient non seulement donc interdites de participer, mais interdites de présence sur place. Si jamais une femme avait l'outrecuidance de venir sur place, elle était mise à mort. Il y a un rocher, une espèce de colline en haut d'Olympique qui s'appelle le Tipaillon, et si une femme était prise sur place, elle était jetée dans le vide. Donc on a, si on veut donner un point de départ de l'histoire du sport féminin, l'idée de la peine de mort pour présence sur place. Après, il y a toute une anecdote avec une femme de haute famille qui s'appelait Férénice de Rhodes, qui a été épargnée. Donc je développerai ça peut-être une autre fois, mais ça a donné naissance au concept du gymnos dans le sport antique, c'est-à-dire l'idée de la nudité pour tout le monde. Gymnos qui va donner gymnase, gymnastique, c'est l'idée que tout le monde doit être nu, pour être bien sûr et certain qu'il n'y ait pas de femme sur place. Après, vous allez avoir tout un tas de contradictions avec de la prostitution féminine, par exemple. Donc, il n'y a pas de femmes, mais c'est quand même ambigu d'un certain point de vue. Donc ça, c'est le point de départ, si on veut. Et puis après, il se passe un temps fou, des siècles, voire un millénaire avant qu'une femme refasse du sport. Donc on a Mary Stuart, qui est reine d'Écosse et de France en même temps, qui va être connue pour avoir fait du golf. Elle est même accusée d'avoir tué son mari à l'époque, et dans son procès, on lui reproche d'avoir fait une partie de golf moins d'une semaine après le décès de son mari. Donc c'est dans les actes du procès qui amènera à sa condamnation à mort également. Et puis en fait, c'est vraiment progressivement les femmes de la très haute aristocratie qui vont faire du sport. Donc d'abord vraiment celles qui sont tout en haut, Sissi, l'impératrice d'Autriche, qui va faire de l'équitation par exemple. Et puis progressivement, on va dire les femmes de l'aristocratie, qui vont être autorisées à en faire. Ça ne veut pas dire qu'elles vont en faire toutes. Donc ça, c'est les premières étapes. Et puis on arrive à peu près à la fin du 19e siècle. On a les Jeux olympiques modernes qui sont mis en place par le baron de Coubertin. Et lors de la première édition, 1896, les femmes sont absentes, puisque le baron de Coubertin ne veut pas de sport féminin. Donc pour lui, alors il a des termes assez trash pour parler de ça. Il dit je suis très contre une petite Olympiade femelle qui serait inintéressante, impratique et inesthétique. Alors des choses comme ça qu'il a écrit en 1912, avec du recul. Mais en 1900, elles sont absentes. En 1896, en 1900, elles sont présentes aux deuxième Jeux olympiques, ceux de Paris. Mais pour citer les textes de l'époque, dans les compétitions qui sont compatibles avec la fragilité. Donc c'est l'idée qu'on n'a aucun sport de contact, par exemple. Donc ça va être le golf, ça va être le tennis, ça va être des sports de ce genre-là. Donc il y a une liste comme ça d'interdictions successives. Le foot féminin, par exemple, est interdit en 1921 en Angleterre, alors qu'on arrive à remplir des stades jusqu'à 50 000 places. Il y a le stade de Goodison Park, le stade d'Everton qui est rempli en 1921 pour un match féminin. Et puis, ce record de 50 000 spectateurs pour un match féminin va être battu seulement en 2018 en Europe. Il y a presque un siècle de latence qui est dû en très grande partie à l'interdiction du foot féminin en 1921 en Angleterre. En gros, on leur a autorisé, on leur a donné le droit de vote aux femmes anglaises, les suffragettes ont obtenu le droit de vote, et dans une espèce de mouvement de balancier, puisque les flappers, ce mouvement féministe veut plus de droits, veut tous les droits, la société, qui est tout à fait patriarcale à l'époque, va leur retirer le foot, qu'on leur a autorisé pendant la Première Guerre mondiale quand les hommes étaient partis au front. Donc je développerai tout ça plus en détail une autre fois, mais on a des interdictions nombreuses.
On a en 1928, par exemple, l'athlétisme qui est autorisé aux Jeux Olympiques à Amsterdam, et seulement sur des distances courtes. On va jusqu'à 800 mètres. C'est la distance la plus longue, parce qu'on considère qu'au-delà, c'est trop dur pour une femme. Et puis à la fin du 800 mètres féminin, donc le premier de l'histoire, on a la presse mondiale qui va travestir les faits et qui va dire, donc à peu près partout sur Terre, on va dire, comme un seul homme, que toutes ces femmes se sont effondrées de fatigue à la fin du 800 mètres. En conséquence de quoi, le CIO va retirer le 800 mètres de l'athlétisme féminin, et puis va retirer aussi le 400 mètres, parce que pourquoi pas. Ça va durer jusqu'en 1960. Donc après, on va avoir un long chemin, par exemple, pour les courses de longue distance féminines, qui va amener jusqu'au marathon. Et le premier marathon féminin olympique aura lieu en 1984. Alors il y a eu plusieurs femmes avant ça qui ont essayé de faire des marathons, d'abord déguisées en hommes, puis non déguisées en hommes mais en femmes, et elles vont être jusqu'à plaquées au sol par les organisateurs des courses. On a des images assez célèbres qui sont assez tristes avec le recul historique. Donc en 1984 à Los Angeles, on a un marathon féminin qui va être lui aussi instrumentalisé, parce que la Danoise qui va finir à la 37e place, alors que toutes celles qui sont arrivées avant sont arrivées dans un état tout à fait correct physiquement, elle va être sujette à une hypoglycémie très sévère, elle va tituber sur la fin de course, et on va utiliser cette femme-là comme une espèce de prétexte pour justifier que 42 km c'est trop long pour une femme. Donc il y a toutes ces étapes-là, on peut en rajouter d'autres encore, hein. L'idée que toutes les épreuves doivent être mixtes aux Jeux Olympiques, c'est par exemple le tournoi de foot féminin, donc qui va être organisé pour la première fois en 1996, donc exactement un siècle après la naissance des Jeux Olympiques. Et puis si on veut donner une espèce de dernière étape, c'est pour tous les pays l'obligation d'avoir une délégation mixte, donc des femmes dans l'équipe. Ça c'est 2012 seulement, les Jeux de Londres. Et on a, par exemple, les Saoudiens qui vivent sous le régime de la charia, donc la loi islamique, et qui ont, en plus de ça, l'interdiction totale du sport féminin sur leur sol, en 2012. Alors il faudrait que j'aille vérifier, je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui, s'ils ont changé ça. Mais en 2012, pour trouver une femme qui fait du sport, puisque c'est interdit sur leur sol, ils doivent aller chercher une binationale qui a un double passeport américain, et qui va, elle s'appelle Sarah Attar, permettre à l'Arabie Saoudite de s'inscrire, puisqu'elle a une délégation mixte avec une femme. Donc c'est une fille qui va être éliminée en série, qui n'a pas du tout le niveau olympique, mais qui va faire plus de mal à la cause, si on veut, en acceptant de venir, plutôt qu'en refusant d'y aller et en faisant exclure l'Arabie Saoudite pour impossibilité de trouver une femme qui fait du sport. Donc on a tout ça sur la table, et à partir de là, on peut commencer à parler de la façon dont les femmes s'habillent pour faire du sport. Donc on a aussi toute une dimension historique, mais je vais mettre sur la table quelques idées comme ça pour introduire le sujet. On a Je vais parler de la publicité. Donc dans la publicité, on a un immense biais sexiste historique qui est depuis seulement quelques années sujet à des bad buzz. Donc je vous conseille par exemple un compte Insta qui s'appelle Pépite Sexiste, qui vient faire la recension de toutes les pubs encore sexistes aujourd'hui. Mais si on regarde l'histoire de la pub, c'est absolument délirant. La pub en soi est sexiste depuis quasiment sa création, parce qu'on a prouvé, donc en gros dans les années d'entre-deux-guerres, les années 20, 30, on a commencé à faire de la publicité une science cognitive, avec un but qui est de comprendre ce qui déclenche l'acte d'achat. Alors la première conclusion de la publicité en tant que science, c'est que, alors à cette époque-là, et pendant très longtemps encore, c'est l'homme qui tient le cordon de la bourse dans un foyer. Donc la question finalement, c'est pas qu'est-ce qui déclenche l'acte d'achat, c'est qu'est-ce qui déclenche l'acte d'achat de l'homme. Et alors on va faire des études comme ça sur le cerveau de l'homme moyen partout sur Terre, et on va en conclure systématiquement la même chose. Ce qui déclenche l'acte d'achat de l'homme, en facteur numéro 1, c'est la femme nue. Une paire de seins, j'achète. Donc on a ce biais-là qui est assez pathétique, hein. Donc on a un peu prouvé par la science que nous sommes tous collectivement des gros beaufs. On peut quasiment le dire comme ça. Donc on a cette idée-là. Pour faire acheter un homme, une paire de seins, ça marche bien. Le deuxième point, je dirais, qui me semble pertinent à utiliser pour introduire tout ça, c'est la naissance de Canal+. Donc Canal+, c'est une chaîne privée, c'est la première chaîne privée qu'on va avoir en France, qui va être payante. Donc on n'aura pas de publicité pendant que les programmes payants sont diffusés, avec un décodeur, etc. Donc le principe de Canal+, avant son lancement, c'était l'idée du tout culture. Donc c'était de financer le cinéma français pour obtenir les films sur sa chaîne 6 mois après leur sortie en salle, alors que pour une chaîne de type TF1, c'est plutôt 4 ans d'attente. Et puis de l'humour.
Donc c'est Coluche qui présente le journal de 20h, c'est les Guignols de l'info, c'est les nuls, c'est les inconnus, c'est ce genre de profils-là, donc qui sont voilà l'histoire du rire en France. Si on veut. Mais avant de lancer sa chaîne, Canal+ va faire une sorte c'est pas d'appel d'offres, c'est une sorte d'audit auprès de son futur public pour essayer de comprendre ce qui manque sur la grille des programmes pour avoir une chaîne qui va contenter absolument ses futurs téléspectateurs. Et la conclusion de 1984, c'est l'année où la chaîne se lance, c'est que c'est l'homme qui tient la télécommande dans le foyer, puisqu'on n'a qu'une télé et qu'une télécommande. Et donc on a encore ce biais, on va dire, de domination masculine, donc qui se retrouve dans tous les détails de la vie. Et donc c'est finalement, qu'est-ce que l'homme veut regarder à la télé? La vraie question. Et qu'est-ce que répond l'homme moyen de 1984 en France, qui manque à la grille des programmes de Canal? Eh ben, du sport et du porno. Donc on va rajouter le fameux film porno du samedi soir, encrypté évidemment, et puis du football, donc le championnat de France qui va être diffusé pour la première fois régulièrement à la télé française, de la boxe et du sport américain type NBA, qui va être une révolution pour la façon dont on filme le sport en France. Mais donc on peut mettre tout ça euh, sur la table avant de rentrer dans le sujet. Donc là je vais vous montrer quelques pubs qui sont de l'époque et qui montrent le biais sexiste qui est complètement délirant. Donc là on vend des voitures, mais ça marche avec tout. Si savoir que la Citroën ZX est reconnue par certains journalistes comme la meilleure voiture de sa catégorie ne vous suffit pas, sachez que cette femme attachante, qui fait 90, 60, 90, qui réussit à merveille le soufflet et la quiche lorraine, est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX. À bon entendeur, salut. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Donc une fois qu'on est rendu là, on peut aller sur le sport, et on a aussi tout de suite le biais sexiste dans la façon dont on appréhende le sport en tant que journaliste. Et vous avez là un exemple tout bête, mais qui est assez connu, c'est Andy Murray, donc un tennisman britannique, à qui on demande ce que ça lui fait d'être le premier tennisman à avoir 2 médailles olympiques, et lui répond, par réflexe, les sœurs Williams ont plus de médailles que moi, ce que le journaliste avait oublié de préciser. Donc là, on peut aller sur les premières femmes qui font du sport, et qui vont être soit donc tennisman, faire des fois des courses, et puis on aura après un peu de football, mais ça va être très compliqué à mettre en place. Et ce qui est intéressant quand on parle du corps des sportives, c'est que dans la première séquence historique du sport féminin, donc fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a des femmes qui sont obligées de se vêtir massivement. Donc des longues robes qui vont jusqu'aux chevilles, des ceintures, des chapeaux, des bottines, tout un tas de choses qui sont gênantes pour faire du sport, auxquelles les hommes ne sont pas contraints. Donc là, on a un biais qui est extrêmement clair, c'est que la femme, puisqu'on sort de la société victorienne en Angleterre où on demande à une femme de tenir son rang, de ne pas faire de vagues, voilà ce qu'on demande à une femme en général. Donc le sport, c'est pas un concept qui colle dans ce qu'on attend d'une femme dans la société de cette époque-là. Donc celles qui vont quand même braver tous les interdits sociaux pour faire du sport vont être contraintes de le faire avec des vêtements qui empêchent la pratique du sport. Ça marche dans le golf aussi. On peut dire par exemple que dans le golf, le swing, le premier coup du golf, celui qui demande un geste extrêmement ample pour envoyer la balle extrêmement loin, celui-ci est impossible avec la tenue qu'on oblige de porter aux femmes. Du coup, les premiers clubs de golf féminins vont être des putting societies, donc des clubs où on fait seulement le dernier, le putt, le mini-golf, si on veut, quasiment pour caricaturer. Donc on a, dans les années 20-30, une femme qui va être un contre-exemple, donc qui va être unique pour son temps, que tout le monde connaît en France, parce que son nom est resté dans l'histoire. Elle s'appelle Suzanne Lenglen. Le cours numéro 2 de Roland Garros porte toujours son nom, donc c'est une femme qui a gagné 39 grands chelems, qui est vraiment une icône de l'époque. Il va y avoir des chansons sur elle, elle est très populaire. Des fois, on a même des déplacements présidentiels où on emmène Suzanne Lenglen pour faire la promotion de la France. C'est vraiment quelqu'un qui est une star du sport, femme, mais vraiment la seule. Elle est une espèce de contre-exemple absolu. Et ce qui est intéressant avec la tenue de Suzanne Lenglen, c'est qu'elle est plus courte. Elle joue au tennis, donc, et elle a une jupe qui descend à peine aux genoux, qui lui permet de faire des grands écarts quand elle saute pour aller se matcher, qui lui permet de faire des courses à haute intensité, qui lui permet, on va dire, assez facilement de remporter des victoires contre des femmes qui ne peuvent pas courir.
peut quasiment dire ça. Donc c'est pas pour remettre en cause le talent de Suzanne Lenglen, mais c'est la seule qui est libre de ses mouvements. Et vraiment, pour le coup, à l'époque, ça change tout. Après, il y a un sport qui fait aussi, lui, contre-exemple, pour le coup, qui est assez surprenant, avec le recul historique, c'est la natation, puisqu'on a le maillot de bain, donc qui est le vêtement de la natation, qui est le même pour les hommes et les femmes dans les années d'entre-deux-guerres. Donc c'est le maillot une pièce d'aujourd'hui des femmes. Les hommes portent ça aussi avec des bretelles. Et c'est des maillots qui, une fois passés par l'eau, sont moulants, qui vont montrer les tétons qui pointent des femmes, qui vont montrer des choses comme ça qui sont qui vont absolument pas du tout avec les normes de pudeur de l'époque. Donc on a un sport, la natation, qu'on peut pas filmer sous l'eau à l'époque. Hein, on a des images où elles sont à l'extérieur de l'eau, et on a des tenues extrêmement moulantes qui sont surprenantes quand on regarde ça avec le recul historique. Donc là, il y a une bascule absolue, puisque après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir l'essor, l'expansion massive de la télévision. Et la télévision, comme je l'ai dit plus tôt, va être regardée donc en famille, mais l'homme va choisir le programme. Et puis, on va se rendre compte assez vite, c'était déjà le cas avec la radio, que le sport et les médias, ça matche bien. Le sport à la radio, il y avait la notion de direct qui était intégrée, qui était très importante. Et puis avec la télé, on a l'image en plus, donc on a très très vite le sport télévisé, malgré tout un tas de conflits que je développerai une autre fois sur ceux qui organisent le sport, qui voient comme peut-être un problème le fait que le sport soit diffusé à la télé, parce que ça pourrait vider les stades, ou empêcher les gens d'aller sur les routes du bord du Tour de France, par exemple. Donc il y a ça sur la table, mais quand même assez vite et assez massivement, le sport à la télé va devenir un phénomène gigantesque, le plus gros phénomène d'audience qu'on puisse imaginer. Il n'y a absolument rien qui fait les audiences du sport, historiquement et aujourd'hui. Donc le plus gros score d'audience de tous les temps, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot 2022, la France-Argentine, la dernière. Donc on est sur des niveaux stratosphériques, absolument rien n'approche de près ou de loin. Ce qui est intéressant dans le développement que je fais avec les femmes qui font du sport, c'est qu'il y a une bascule absolue au moment où elles vont être diffusées à la télé. Donc alors c'est des proportions toutes petites. Hein. C'est-à-dire que si vous faites le bilan aujourd'hui, vous regardez la semaine de sport où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et vous dites combien il y a de sport masculin à la télé, combien il y a de sport féminin à la télé, on est sur un ratio qui est même pas de 90-10. C'est assez spectaculaire. Mais on va avoir de temps en temps du sport féminin à la télé. Et à partir de la télé, les femmes vont être dénudées, massivement, collectivement, et le sport féminin va être mis en scène avec l'idée de l'érotisation du corps de la femme. Donc ça marche avec tout un tas de sports. On peut citer par exemple celui qui est peut-être le plus évident, c'est le patinage artistique de couple, puisqu'on a un homme qui a une tenue, on va dire, tout à fait normale, et puis une femme qui a la jupette, dont on voit la culotte qui se dévoile quand sa jupe se lève. Au tennis, on a la jupette avec la culotte en dessous. On a pas mal de sports comme ça. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, cette footballeuse, Alisha Lehmann, est connue pour être sexy. Donc son niveau de foot n'est pas spécialement la cause de sa notoriété sur les réseaux sociaux. Elle est connue comme étant voilà, la joueuse peut-être la plus sexy. Donc, mais on a des maillots de foot féminins qui ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Ils sont plus courts, plus près du corps, plus serrés, plus moulants. Il y a la dimension de l'érotisation du corps de la femme. Donc là, je vous mets un autre exemple qui est assez pathétique avec le recul historique, c'est Marc Madiot, donc qui est toujours en activité dans le cyclisme français, qui possède une équipe cycliste. Donc il est obligé par maintenant l'UCI d'avoir une équipe féminine. Donc on va lui demander ce qu'il en pense. Mais on est dans les années 80 et Marc Madiot, qui est champion de France à l'époque, se retrouve sur un plateau de télé avec Jeanne Longo, qui est, on peut quasiment le dire, le plus gros sportif, le plus gros palmarès de l'histoire du sport, tout simplement. Période. C'est-à-dire que de ses 16 ans à ses 50 ans, elle a tout gagné, que ce soit sur piste, sur route, en cross, donc en vélo, des championnats du monde, des championnats de France, en veux-tu, en voilà, c'est une immense légende du sport. Et on a face à elle un type qui est capable de lui sortir ça. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... Non, mais c'est vrai.
Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis. Vous êtes moche, je suis désolé. Oh non, 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 vous allez un peu loin, les gens comme ça. Vous attaquez directement Jeannier. Donc ce phénomène-là est inconcevable aujourd'hui. Hein, c'est ce genre de sortie en public, en direct à la télé. Bon, on imagine mal quelqu'un faire ça aujourd'hui. Mais dans les années 80, on pouvait se permettre de sortir une telle horreur, si on veut, à une femme qui pourtant domine absolument dans son sport. Vous êtes moche. Bon. Là, je vous ai mis un autre exemple de l'instrumentalisation érotique de la femme dans le sport. Donc c'est un match de foot masculin, donc c'est un match amical, ça doit être Bulgarie, Colombie, quelque chose comme ça. L'affiche a peu d'importance, mais on a pour donner le coup d'envoi une femme topless en string qui va venir donner le coup d'envoi, et elle a même un petit geste de pudeur à la fin. Elle essaye de se cacher un peu, on sent qu'elle est pas à l'aise d'être là, et avec le recul encore une fois on se dit mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Bon. Là je vous mets des exemples successifs, mais c'est le joueur de volley et la joueuse de volley. Ils n'ont pas la même tenue. C'est-à-dire que le joueur de volley, on va lui permettre d'avoir la tenue la plus confortable, la plus adéquate pour être au haut niveau, tandis que la femme volleyeuse va être contrainte d'avoir une tenue près du corps, sexy, moulante, etc. Ce développement-là va être encore plus prononcé dans le beach volley, donc le volley sur plage, sur le sable, qui est sport olympique. Donc on a un chiffre qui illustre ce que je développe là, qui date des Jeux de 2004, il faudra refaire l'étude sur les Jeux les plus récents, mais on a 20% du temps d'antenne du beach volley féminin qui est des focus sur les poitrines et sur les fesses des joueuses. Donc là, je pourrais dire que on peut entendre l'idée, il y a débat sur ce que je vais dire, mais que les athlètes de très haut niveau sont les gens les plus beaux, qu'ils ont des corps athlétiques par définition, et que ce sont des gens agréables à regarder pour, on va dire, le spectateur lambda. On peut donc entendre que on filme leur corps, parce qu'ils sont beaux et agréables à regarder. Mais dans ce cas-là, on va faire le chemin entier et on va admettre l'idée que les femmes qui regardent le volley masculin ont peut-être envie aussi de regarder le cul des mecs qui sont magnifiques. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire presque, pourquoi pas de problème. Mais si c'est juste d'un seul côté, là, il y a clairement un biais qui est à dénoncer. Donc ici, vous avez un journal allemand qui a fait un travail qui est assez spectaculaire. Donc c'est juste un tout petit montage, tout bête, qui simule la censure. Donc on vient mettre des petits carrés noirs pour cacher le vêtement, le maillot de la beach volleyeuse, et on a l'illusion de la nudité. Le maillot est tellement petit que si on le couvre d'un petit carré noir, on a l'impression qu'il disparaît, qu'il est plus. Donc cette simulation de censure, à elle seule, me semble pertinente pour montrer le problème. Parce que vous pouvez pas faire ça avec les hommes, puisqu'ils sont couverts de vêtements d'ici aux cuisses. Donc les joueuses de volley se sont plaintes de ce constat, et donc on a autorisé la Fédération internationale de volley à changer ses règles. Donc elle a autorisé les joueuses de beach volley à mettre des tenues plus longues, donc par exemple un legging, en cas de température inférieure à 15 degrés, donc aussi il fait froid, et pour des motifs culturels et ou religieux. Donc là, on a très clairement les joueuses musulmanes qui sont concernées, et c'est tout. C'est un terme un peu fourre-tout qui vient concerner quasiment personne. Donc c'est par exemple c'est les Égyptiennes aux Jeux Olympiques de Rio qui sont autorisées à jouer l'une avec son hijab, les deux avec des leggings, contre des Italiennes en bikini. Là où ça devient complètement dingue, c'est que donc on a des fois des filles qui disent j'ai froid, il fait 16 degrés, et on leur dit non, il faut 15. Hein. On a des fois des refus, parce qu'il fait pas assez froid. Et puis on a le Qatar, qui est un pays qui va à un moment donné utiliser le sport comme un outil de soft power assez massivement, et qui va organiser quasiment toutes les compétitions majeures. Et à un moment donné, le Qatar va organiser la Coupe du monde de beach volley féminin. Et le Qatar, un pays de charia islamique, qui a des normes de pudeur beaucoup plus élevées que la moyenne sur Terre, va essayer d'imposer des tenues longues pour toutes les joueuses de beach volley. Ce à quoi les joueuses de beach volley vont encore réagir en disant mais non, on n'a pas envie non plus. Donc on n'a pas envie de nous imposer une espèce de string là, on n'a pas envie que vous nous imposiez le legging, on n'a pas envie que vous nous imposiez notre tenue.
Et ce phénomène-là est assez simple à résoudre, hein, ce problème, si on veut, laissez-les s'habiller comme elles veulent, et le tour est joué, le problème est réglé. Donc ici, on a par exemple l'athlétisme. Donc on a des tenues hommes qui sont moulantes, mais pratiques pour le sprint. Les tenues des femmes sont encore plus sexy. Il n'y a pas spécialement de contraintes dans l'athlétisme, donc il faudrait creuser. Là, j'ai pas la réponse. Pourquoi ce genre de tenue existe encore? Est-ce que c'est par choix? Alors j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais on peut quand même mettre sur la table que si c'est par choix, on a quand même l'idée qu'il n'y a pas un seul homme qui s'habille comme ça. Donc, à creuser quand même. Je pars maintenant sur un sport qui est assez méconnu, que personne quasiment ne regarde, hein, mais qui est intéressant dans le développement que je fais là. Ça, c'est le beach handball, donc c'est le handball de plage. Et on a en 2021 l'Euro de beach handball qui va voir les Norvégiennes être sanctionnées pour avoir mis une tenue pas assez sexy. Donc elles ont un espèce de tanga, de string, quasiment toutes les joueuses de ce sport-là, et elles vont jouer en cycliste. Donc qui n'est pas la tenue la moins sexy du monde, pourtant, hein, c'est très moulant, etc. Ce qui n'est pas la tenue des hommes. Donc quand on compare les Norvégiens et les Norvégiennes, on voit très clairement la différence. Et donc elles ont pris une amende collective, 1500 € pour l'équipe, parce que la tenue n'était pas adéquate, elle n'était pas conforme au règlement. Donc quand on demande à ces joueuses-là si la fédération de beach handball leur a donné une explication rationnelle, il n'y a pas. C'est comme ça. Du coup, on a clairement là encore l'érotisation évidente des sportives qui n'a pas lieu chez les hommes. Donc ce qui est surprenant, c'est que la fédération va encore adapter ses règles et donc les joueuses de beach handball sont désormais autorisées à porter un short, mais celui-ci devra être serré. Donc on a tout un tas de sports comme ça où la tenue des sportives est sujette à règlement. Ici, vous avez des gymnastes qui sont donc en tenue longue, une espèce de legging qui arrive aux chevilles, extrêmement moulant, et ça, c'est une tenue interdite. C'est pas une tenue assez sexy. Donc la tenue des femmes est forcément courte avec l'idée un peu de la finition maillot de bain au niveau des hanches. Ça, c'est des images d'échauffement, d'entraînement, de choses comme ça où on vient revendiquer la possibilité de, pourquoi pas, un legging au scandale. Donc quand on arrive au bout de ce développement-là, il y a un championnat qui est peut-être le plus pathétique de tous, quand on prend ça avec le prisme qu'est le mien, c'est la Lingerie League. La Lingerie League, ça s'appelle comme ça, c'est le plus haut niveau du football américain féminin. Donc quand on est sportif aux États-Unis, femme, le football américain arrive très très loin dans la hiérarchie des sports qu'on vous propose. Donc il va y avoir le soccer qui est beaucoup proposé aux femmes, la gym, la natation, il y a plein de sports qui arrivent avant. Donc il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du football américain aux États-Unis. Une fois qu'elles ont décidé de faire ce sport, qu'elles arrivent au top niveau, c'est pour jouer dans ce truc-là. Donc je vous mets quelques images. C'est à la fois l'armure, donc le casque, les épaulettes, et le string. Donc on en conclut ce qu'on veut, mais ça se joue sur un demi-terrain, et puis on fera un petit big up à celui qui a choisi les couleurs des maillots, orange et bleu contre bleu et orange. C'est pas très lisible, mais il semblerait que ce soit pas ça l'important dans ce sport-là. On peut continuer à développer parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Ici, vous avez Serena Williams, qui est peut-être la plus grande tenniswoman de ces 50 dernières années, 23 grands chelems, une grossesse et un retour vainqueur. Mais au moment de son accouchement, une prééclampsie sur la table d'accouchement, donc une hémorragie massive, et elle a failli rester sur la table d'accouchement. Elle a failli mourir pendant son accouchement. Donc elle revient à la compétition, ce qui est déjà en soi un immense exploit, avec une tenue de contention totale. Donc les bas de contention, par exemple, sont assez connus pour la circulation sanguine. Donc Serena Williams arrive à Roland-Garros avec une tenue de contention qui n'a pas de jupette. Et elle va être reprise de volée par Bernard Guidicelli, qui est donc le président de la Fédération française de l'époque, qui lui dit « On doit respecter le lieu et l'âme de ce sport ». Évidemment, une joueuse de tennis sans jupette n'est pas une joueuse de tennis. Parce que historiquement, la joueuse de tennis, je vous mets 2-3 images là en même temps, c'est sexy. Le truc avec Serena Williams, qui est intéressant, c'est que ça lui arrive des fois d'être sexy, volontairement. Donc elle a un corps qui ne respecte pas, on va dire, les codes de la féminité blanche classique, mais des fois elle fait des unes de magazines, voilà, des tenues, des postures qui sont clairement sexy quand elle l'a décidé, et elle a un discours qui est globalement féministe sur tout ça. Encore une fois, la solution est extrêmement simple,
laissez-la s'habiller comme elle veut. Et puis on n'en parle plus. Tout au bout de la chaîne de l'usage, on va dire, érotique du corps de la femme comme étant une espèce de potiche sur les terrains de sport masculins, on a ce qu'on appelle toujours les Great Girls. Donc les Great Girls, c'est ces filles qui sont extrêmement belles, qui sont recrutées sur casting, mais elles sont là dans les sports mécaniques et dans les sports de combat en général pour mener un petit panneau qui dit 3e round, 5e tour. Et il y a Liberty Media qui est un organisateur de compétition qui vient d'acheter pas mal d'événements dans le monde des sports mécaniques, qui a considéré que c'était une tradition trop sexiste et qui a mis fin aux Great Girls. Donc il reste quelques Great Girls dans les sports de combat, l'UFC notamment, qui est géré par Dana White, qui est un type soutien majeur de Trump par exemple, qui est assez problématique de ce point de vue-là. Et puis dans certains sports mécaniques, des courses de moto, des trucs comme ça, il en reste encore un peu. Il y a un truc qui est quand même à rajouter sur ce truc-là, c'est que les sports mécaniques, même si c'est pas évident comme ça, c'est mixte, puisque ça n'aura échappé à personne, quand on passe le permis de conduire, les hommes et les femmes passent le même permis. Il n'y a pas de conditions particulières. Quand on est une femme, c'est pas plus dur de conduire une voiture. Du coup, les femmes sont autorisées à conduire en Formule 1. Mais c'est extrêmement rare, il n'y a que quelques rares exemples, je vous mets la liste là, mais dans l'ensemble, on ne laisse que quasiment rien aux femmes en Formule 1. On peut quand même souligner que les Great Girls qui ont été licenciées, pour le coup, se sont plaintes d'avoir perdu leur boulot de manière injustifiée, ce qu'on peut aussi entendre. Il y a une tradition qui est surprenante aussi quand on la regarde avec le recul historique, c'est le bisou à la fin d'une étape du Tour de France pour celui qui a gagné la course, celui qui est maillot jaune, celui qui est maillot vert, celui qui est maillot blanc du meilleur jeune, celui qui est maillot à poids du meilleur grimpeur. Ils ont tous droit à un bisou à gauche, un bisou à droite de deux filles qui sont là, recrutées sur casting aussi parce que belles. Et cette tradition, à peu près pendant la période du Covid, a été arrêtée, puisque jugée trop sexiste, et remplacée non pas par on arrête le bisou, mais par un homme, une femme. Bon, je ne suis pas sûr que c'était la façon la plus intelligente de modifier cette tradition. Et puis pour terminer, je dirais qu'on a quelques compétitions qui sont surprenantes, qui mériteraient peut-être d'être questionnées. Vous avez au billard, par exemple, donc c'est un sport qui ne nécessite pas spécialement d'être fort physiquement, ou aux échecs, un sport cérébral. Il y a débat sur le fait du sport ou pas. Un championnat du monde mixte qui fait très peu de place aux femmes, et du coup, en réponse à cette impossibilité quasiment pour les femmes d'accéder au top niveau, on a créé un championnat du monde féminin. Donc il y a un championnat du monde féminin de billard, il y a un championnat du monde féminin d'échecs, mais il n'y a pas un championnat du monde masculin, sans les femmes. Dans le championnat du monde masculin, les femmes ont le droit de venir, mais elles sont absentes. Donc voilà, on a tout ça sur la table, et je pense que ça pourrait faire l'objet de nombreuses réflexions pour notre société. On voit qu'on a fait beaucoup de chemin dans l'histoire du sport féminin. On est maintenant sur des questions d'égalité salariale, des choses comme ça sur la table. Mais on vient de très très loin et il reste encore un petit peu de boulot. Allez, ciao.